Bienvenue, Moustapha Sahimi. Bonjour. Professeur de droit et politologue. On va revenir sur le discours du souverain hier soir. Discours surprenant, prévisible, attendu. Pas prévisible, pas attendu, c'est sûr. Et d'ailleurs, dès les premières minutes, personnellement, mon intérêt avait été appuyé par le fait que le souverain fait référence au Maghreb, au Maroc, à l'Algérie, et un capital historique commun. Et donc, ça m'a interpellé. Du 60e anniversaire de la conférence de Tanger aussi. De Tanger, d'avril 58. Et oui, c'est avril 58. Mais on va revenir dans les détails. Est-ce que, quand vous dites pas prévisible, pas attendu, c'était une thématique inattendue. Et personne ne peut dire sérieusement le contraire. D'ordinaire, les discours du 6 novembre pour la commémoration de la Marche verte se participent d'un format, le rappel des positions marocaines, la position du royaume pour ce qui est de son intégrité territoriale, les projets de développement et des projets de développement aussi, et puis le contexte international. Donc, en l'espèce, c'est un discours qui sort du schéma habituel. Le souverain commence par poser un cadre qui est un cadre maghrébin, en rappelant la solidarité, le soutien du Maroc au peuple algérien pour la lutte de son indépendance. Et donc, c'était là un cadre tout à fait intéressant et inédit, il faut bien le dire. Pourquoi, selon vous, Moustapha Sahimi ? Pourquoi le chef de l'État et pourquoi le souverain a débuté son discours ? Et on voit que d'ailleurs, c'est une grosse partie de son discours a été dédiée aux relations maroco-algériennes. Un rappel aussi historique en référence avec le 60e anniversaire de la conférence de Tanger 1958. Voilà. Pourquoi ça ? Le discours n'était pas axé sur la question nationale du Sahara. Il y a eu un passage in fine pour dire que dans tout ça, le Maroc est attaché à la préservation de son intégrité territoriale et ça n'est pas négociable et ça c'est un acquis, c'est un prérequis. Ça c'est venu après. C'est venu tout à fait à la fin. Oui. Alors, parce qu'il y a un contexte particulier. Ce contexte, c'est d'abord celui créé par le processus onusien, dirigé par Horst Kohler, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, qui a fixé les 4 et 5 décembre à Genève une rencontre. C'est exactement une table ronde. Et pour la première fois dans cet agenda onusien, l'Algérie est invitée comme État. Toutes les résolutions du Conseil... Comme État voisin. Non. Dans toutes les résolutions qu'il y a eu du Conseil de sécurité, et je les ai encore relues attentivement, il n'a jamais été fait référence à l'Algérie nommément. Il a été fait référence soit aux pays voisins, soit aux pays de la région. C'est la première fois que l'Algérie est identifiée comme partie prenante dans la recherche d'un processus de règlement au Sahara, de même que la Mauritanie d'ailleurs. Et donc on se retrouve devant une situation diplomatique nouvelle, puisque Genève, il y aura une table ronde, on va y revenir probablement, et il y aura donc un format de 4 participants. Maroc, Algérie, Mauritanie, le mouvement séparatiste. 4 participants, donc l'Algérie, pour la première fois, est incriminée et responsabilisée comme État, partie prenante dans la question nationale. Pour vous, Moustapha Sahimi, c'est ce qui a été le déterminant dans le discours d'hier de décider d'ouvrir le discours de célébration du 43e anniversaire de la Marche verte sur le Maghreb et sur les relations Maroc-Algérie. C'est à partir de la résolution 2440 qui a été adoptée donc le 31 octobre que nous avons une situation diplomatique nouvelle. Il y a un processus onusien, l'Algérie est partie prenante au même titre que le Maroc et la Mauritanie et le mouvement séparatiste. Bien, sur cette base-là, ce discours royal vient à point nommé pour reprendre la main et pour dire, vis-à-vis de l'Algérie, je n'ai aucune animosité ni hostilité. C'est tellement vrai que depuis le début de mon règne, par le souverain, il dit « J'ai toujours veillé à créer les conditions d'un dialogue et malheureusement ça n'a pas marché ». Deuxième point important,
il y a là une méthodologie intéressante et optimale. Il y a la question du Sahara, elle relève maintenant d'un processus onusien où l'Algérie est partie prenante. Et il y a le problème de la normalisation des relations entre Rabat et Alger, et ça n'a rien à voir avec la question du Sahara, laquelle relève de la compétence des Nations Unies. Justement, Moustapha Simi, est-ce que quand à la lecture, à la construction même méthodologique, vous avez fait référence à la méthodologie du discours du souverain d'hier, est-ce qu'on ne voit pas effectivement les deux sujets, j'ai envie de dire, ont été distincts? Oui. Voilà, donc on commence d'abord par les relations maroco-algériennes, et avec des mécanismes à mettre en place pour aller vers une normalisation. Et ensuite, le souverain a parlé du Sahara. Est-ce que du coup, le chef de l'État aussi a voulu dissocier, si je puis dire, à la fois les relations maroco-algériennes et le dossier du Sahara? C'est une position qui avait été déjà affirmée par le Maroc en différentes circonstances, en disant la question du Sahara est confiée aux Nations Unies, laissons le processus avancer, mais le bilatéral doit être normalisé. Or, la position algérienne, c'était de faire un lien, un linkage entre la question du Sahara et le fait qu'il n'y ait pas de normalisation. Et c'est pour ça que nous avons cette situation qui était une situation bloquée depuis des décennies. Et c'est pour ça qu'il y a cette Parce que la question du Sahara était centrale dans les relations maroco-algériennes. Non, du point de vue algérien, le Maroc était disposé à dire, et il y a eu des déclarations de disant, écoutez, la question du Sahara, c'est un problème qui nous divise. Ça relève de la compétence des Nations Unies. Laissons les Nations Unies traiter ce dossier. Maintenant, le bilatéral, nous pouvons faire des choses ensemble. Il y a eu quelques petites tentatives, des visites de ministres là, mais ça n'a pas donné de résultat. Et pour la première fois, le Maroc fait une proposition et prend une initiative. Le discours royal, c'est pas simplement une formule rhétorique disant nous souhaitons normaliser avec l'Algérie, pays frère, solidaire, avec lequel nous partageons beaucoup de choses, etc. Il a affirmé la position de principe, la volonté du Maroc de la normalisation, et il a fait une proposition concrète opératoire, c'est la mise sur pied d'un mécanisme, c'est-à-dire un organe, sous telle ou telle forme, un organe dont les compétences seront arrêtées en commun. C'est un organe qui aura pour compétence le dialogue, la concertation et les conditions d'amélioration des relations bilatérales. Il y a 3 problèmes qui doivent être réglés pour ce qui est de cet organe nouveau que propose le souverain. Il faut qu'il y ait le format. Le niveau. C'est-à-dire qui? Le format, c'est-à-dire qui pilote, c'est du copilotage, me semble-t-il. Qui y aura. Est-ce que ça sera du copilotage? Bien sûr que c'est une copilotage. Voilà. Ce sont deux États souverains qui doivent se mettre d'accord sur la méthodologie, le travail et les pistes à retenir. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le souverain, il n'a pas fait une proposition fermée. C'est pas un menu fixe. Il a dit voilà mes propositions. Si l'Algérie a d'autres propositions, nous sommes disposés à en parler. Le Maroc est donc ouvert. là, il y a une dynamique pour relancer ce processus. Avant de rentrer dans le fond, parce qu'on était sur la forme, est-ce que parce que j'ai vu dans la presse depuis hier soir les relais médiatiques et toute la journée depuis ce matin, le Maroc, la main tendue du Maroc de Rabat à Alger, la main tendue. Est-ce que c'est main tendue ou est-ce que c'est invitation au dialogue pour vous? C'est une main tendue pour une invitation au dialogue. Ça veut dire que oui. Ça c'est pour faire plaisir à tout le monde que vous dites ça? Non, c'est une main tendue. Rabat tend la main à Alger. C'est une main tendue pour une invitation. Faire quoi? La main tendue, c'est un état d'esprit. C'est le début d'une procédure. Pour faire quoi? Pour débattre en commun des conditions de normalisation des relations bilatérales. C'est pour ça que je fais la contraction de vos 2 phrases. Si je vous dis que au moment où nous débattons, professeur, Alger n'a pas réagi. Alors, normal, pas normal. Ça ne m'étonne pas. Presse écrite, la presse et les médias aussi, très peu. Oui, très peu. Il y a eu quelques réactions. Parce qu'il y a de l'embarras. Ils ont été pris de court aussi parce que c'était intéressant. Non, le discours du souverain, l'ouverture officiels sur la relation Maroc-Alger, tout le monde a été surpris, c'était pas prévisible. Est-ce que du coup, du côté d'Alger, ils ont été aussi pris de court par le De la même façon que nous avons eu droit à une initiative royale inattendue et pas prévisible, de la même façon, nos voisins de l'Est se sont trouvés devant cette situation inédite pour eux. Pourquoi ?
parce que d'habitude, c'est dans les discours de Sa Majesté, c'est la réaffirmation de la marocanité du Sahara, la mise en cause très sévère de l'Algérie, de son implication. Je vous rappelle la lettre du souverain au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, voici 6 mois, où le souverain avait dit c'est l'Algérie qui abrite, qui finance, qui arme et qui mobilise son appareil diplomatique. Et donc, ils se retrouvent, eux, devant un changement de périmètre auquel ils ne s'attendaient pas. Voilà un Maroc, par la voix de la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi, qui fait une œuvre de dialogue. Depuis 4 décennies, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes dans un schéma de conflictualité, de rivalité, etc. Première question, d'où l'embarras de la presse et aucune réaction officielle. Deuxième difficulté, c'est que qui va décider, qui va répondre à la proposition royale? C'est difficile aujourd'hui dans le contexte algérien. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais ce qui se passe en Algérie... Par rapport à l'état de santé de Abdelaziz Bouteflika, le président Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie est extrêmement préoccupant. Il y a des luttes de clans, c'est pas un secret. Il y a des rivalités, il y a des ambitions déclarées ou pas, dans la perspective du renouvellement d'un 5e mandat du président Bouteflika, en avril prochain. Nous sommes début novembre, il y a encore 4 à 5 mois à tenir, et d'ici là, il peut y avoir bien des surprises. Donc, les acteurs qui ont le pouvoir décisionnaire ne sont pas en mesure aujourd'hui de se mobiliser ou d'arrêter une position à propos de la question du Sahara et de l'offre marocaine. Pour vous, il n'y aura pas de réaction au plus haut sommet de l'État algérien, du président, de la présidence, du ministère des AE? Ils vont réagir, mais ils vont réagir, me semble-t-il, à minima, en disant que, évidemment, ils sont ouverts au dialogue, mais que y a des problèmes qu'il faut débattre et aucune décision conséquente. Oui, ils vont botter en touche. Aucune décision ne sera prise avant la question et l'hypothèque majeure du 5e mandat ou non du président Bouteflika. Et si je vous dis que l'agence de presse algérienne a écrit, en tout cas communiqué ce matin en disant que par rapport au discours et par rapport à l'ouverture de ce discours du souverain sur les relations maroco-algériennes et puis aller vers une normalisation, une coopération bilatérale réelle et dynamique, le fait que le roi Mohamed VI, c'est ce qui a été écrit dans l'agence presse TSA, a lancé une initiative en direction de l'Algérie et avec une tonalité positive. Oui. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que la première réception du côté d'Alger, le premier écho, premier écrit, quelque part est encourageant? Tonalité positive, initiative du Maroc et tonalité positive. Voilà grosso modo les termes que j'ai relevés. C'est une tonalité, mais il ne faut pas tomber non plus dans un optimisme béat et penser que tout doit être réglé. Comme ils sont embarrassés et que l'offre marocaine est une offre visible, forte, qui a du sens, ils ne peuvent pas dire non, on n'est pas intéressé par une offre de dialogue vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis du peuple algérien. Voilà un pays voisin qui, par la voix de son roi, dit « je veux normaliser les relations entre nos deux pays ». Donc aussi bien au plan intérieur, parce que la demande est très forte en Algérie, on ne le relève pas suffisamment, la demande de normalisation est très forte, le peuple algérien est très lié au peuple marocain, il y a tellement de liens de famille, de sang, de souvenirs, de tout ce que vous voulez, etc. Donc, premier point vis-à-vis de l'opinion publique algérienne, vis-à-vis ensuite de l'international. Comment l'Algérie peut avoir une autre position que cette tonalité positive? Parce que ça serait difficilement tenable vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Voilà un pays qui fait une offre de dialogue à notre pays. Le pays concerné dit non, ça m'intéresse pas, on va voir. Donc nous bénéficions d'une position diplomatique confortée qui aura des effets et sur le processus de Genève, on va y revenir, et vis-à-vis de l'opinion internationale. C'est-à-dire que le Maroc dit « je suis un pays de dialogue, je suis pour la paix et la sécurité », c'est d'ailleurs dans la Constitution marocaine de 2011, et vous êtes juge que j'ai fait une offre qui n'est pas fermée, c'est une offre ouverte sur la nature de l'organe, du mécanisme, le type de discussion, l'ordre du jour, le niveau de représentation. Il y a de quoi conforter la position marocaine et ça nous met à l'aise vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis de la communauté internationale, parce que nous sommes un pays... Vous savez, le Maroc, dans son histoire depuis l'indépendance, n'a agressé personne.
prenez les 6 décennies et quelques depuis l'indépendance, le Maroc n'est pas exportateur d'agression ni de violence. Le Maroc a dû faire face, au contraire, à des agressions algériennes en 63, octobre 63, la guerre des Sables, des agressions libyennes, d'autres agressions de groupes, etc., sans parler des groupes djihadistes, etc. Le Maroc est un modèle de pays pacifique, mais pacifique, ça ne veut pas dire qu'il va se taire et qu'il va courber les chines. Quand il le faut, le Maroc se mobilise et prend les mesures appropriées pour défendre son unité nationale et son intégrité territoriale. Pour vous, est-ce qu'il est possible de rétablir une relation, j'allais dire, normale de voisinage, hein? C'est comme entre deux voisins, entre le Maroc et l'Algérie, donc là en l'occurrence, sans qu'il y ait le sujet du Sahara qui soit là ambiant, central, majoritaire, minoritaire? C'est l'hypothèse sur laquelle il faut travailler, c'est-à-dire le décrochage de la question du Sahara marocain dans le processus de normalisation entre Rabat et Alger. Est-ce que c'est possible? C'est possible s'il y a la mise en place de mécanismes, c'est possible s'il y a une pression internationale. Ça compte, nous ne sommes pas seuls dans l'environnement international. Washington, Paris, oui, Washington, de manière Bruxelles, pays par pays, les pays, et oui, nous sommes dans un environnement où nous avons des inputs, des pressions, et donc il faut répondre à cela, et les grandes puissances sont attachées à la préservation de la paix et de la sécurité au Maghreb. Elles n'arrêtent pas d'ailleurs de le réclamer. Deuxième point, pour avancer, il faut que la mise au net des dossiers contentieux soit faite de manière sincère et totale. Sa Majesté l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a comme dossier contentieux? Tout clôturer, dissiper les malentendus. Oui, il faut de la bonne volonté, une disposition d'esprit et une mobilisation pour dépasser la situation contentieuse qui existe depuis 4 décennies pratiquement. Qu'est-ce qu'il y a comme dossier? Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible, oui, à condition qu'on traite les dossiers. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a comme dossier? Le dossier frontalier. Il y a un accord de 72, une convention frontalière qui avait été adoptée au sommet de Tlemcen en 70 et finalisée donc, lors du sommet de l'UA en juin 72 à Rabat, première convention sur le tracé des frontières. Ce traité n'est pas encore entré dans l'ordre juridique marocain, il faut le dire. Il a été ratifié. Mais ça change pas, ça? Non, c'est important. Oui, mais c'est pour ça que je me demande. Est-ce que il a été ratifié par l'Algérie en 73. Il n'a pas été ratifié par le Maroc parce qu'à l'époque, 72-77, il n'y avait pas de parlement. Et il a été publié en 1989 dans le bulletin officiel du Maroc. Mais ça n'a pas de valeur normative, juridique. Quand vous dites frontière où c'est? Au nord, à l'est, à l'ouest? La frontière que nous avons avec l'Algérie. La frontière. Donc à l'est. Donc, un signe fort de la bonne disposition du Maroc, vu d'Alger, serait la ratification de l'accord de frontière. Ça commencerait par ça? Ah oui, c'est extrêmement important parce que ça revient tout le temps dans la littérature officielle. Deuxième dossier, le problème de l'indemnisation, qui est double. Indemnisation des biens algériens marocanisés en 73, et c'est des biens qui appartiennent à qui? Je vais vous le dire. Ils appartiennent à cette génération de responsables algériens du FLN qui étaient au Maroc avant 62, qui avaient acquis des fermes, des sociétés, etc. Et ensuite, ils ont renforcé leur capital de 62 à 73. Il y a également une indemnisation connexe marocaine, avec les 45 000 Marocains qui ont été expulsés manu militari en décembre 75, sans papier, sans argent, sans rien, et leurs biens ont été spoliés. Donc il y a du lourd. Troisième point. Il y a aussi la dimension de réparation matérielle. C'est ça. Ça se négocie. Ça fait partie de la négociation diplomatique. Il y a également. Ça peut rentrer dans le mécanisme que le souverain a appelé la mise en place. Ce nouvel organe a toute compétence et a tout mandat pour mettre à plat tous les dossiers contentieux et donc à dire ce qu'on. Troisième point. La réactivation de l'accord de 72 sur l'exploitation commune de Garage et Bilette, les mines de fer à côté de Béchar. Les Algériens exploitent, mais nous sommes partie prenante 50-50. Dernier point enfin, il faut que l'Algérie fasse montre de retenue à propos de la question nationale, c'est-à-dire qu'elle ne continue plus à mobiliser son appareil diplomatique et à étaler son agressivité, son hostilité devant toutes les instances internationales. Donc, il faut un climat
climat de confiance pour que les choses puissent avancer, mais en étant entendu que s'il y a une volonté commune d'apurer tous ces contentieux, on pourra arriver à quelque chose. De toute façon, volonté commune, à mon avis, elle s'impose parce que j'ai l'impression que toute cette normalisation, le véritable enjeu de la normalisation des relations entre le Maroc et l'Algérie, l'enjeu premier, c'est que repose sur le fait qu'il y a un destin commun. Que c'est pas forcément une nécessité, mais c'est une obligation, nécessité. Mais ça n'a pas d'effet mécanique. Le fait que nous ayons la même langue, le partage historique, etc. La preuve, ça donne une situation de conflictualité depuis un demi-siècle. Donc il n'y a pas d'effet mécanique entre le capital partagé et la conduite des actions politiques et diplomatiques. Il faut qu'il y ait de l'autre côté un centre de décision. Un centre de décision qui applique cette nouvelle politique de normalisation. Il ne faut pas être naïf, ça prendra du temps, ça prendra des mois et des années pour arriver à une normalisation de cette situation, si tant est que le pays voisin se distingue par cette volonté de normalisation. On passe aux provinces du Sud, Sarah, puisque ça a été aussi évoqué hier soir par le souverain. Collaboration sincère, je cite, avec le secrétaire général des Nations Unies, son envoyé spécial dans la région, Horst Kohler, donc réaffirmation, ça a été réemployé. L'annonce aussi de mettre fin aux politiques de rente et de privilèges. Ça, c'est un point particulier qui déjà avait été effleuré en différentes circonstances dans des discours officiels. C'est la première fois que frontalement, le souverain met en cause un modèle, entre guillemets, un modèle rentier. Un modèle rentier, il avait eu d'ailleurs une expression très forte, il a dit tournant à l'extorsion de fonds. Ça vise évidemment... Et à l'instrumentalisation de cette situation. Ça veut dire quoi, me semble-t-il, dans l'esprit du souverain, en tout cas, ce que je puis comprendre, c'est qu'il y a des rentiers, qui sont un certain nombre de responsables, et qui monnaient leur allégeance et leur marocanité sur la base de revendications permanentes, de privilèges, d'avantages, etc. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bien, premier point. Deuxième point, ça veut dire que le souverain compte mettre de l'ordre dans un modèle économique qui est défaillant. S'il y a eu le discours de l'Ayoun il y a 3 ans, c'est le discours de l'Ayoun et le pacte de l'Ayoun est un pacte d'échec du modèle de développement. D'où d'ailleurs les mesures qui ont été prises pour corriger cela, etc. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a généré de l'exclusion, de la marginalisation. Chose qu'on a retrouvée dans les provinces du Nord, mais c'est encore plus sensible dans les provinces sahariennes, et des dizaines de milliers de jeunes et de dizaines de membres de la population considèrent qu'ils n'ont pas bénéficié de tous les dividendes de la croissance et que ça a bénéficié à des lobbies, à des familles, à des réseaux identifiés. Donc c'est quand même important, ça prouve que là il y a une approche nouvelle qui impliquera des mesures opératoires. Le fait d'annoncer aussi la fin des politiques de rente et de privilèges, ça vient aussi avec l'annonce de l'accélération de la régionalisation avancée, donc un nouveau modèle aussi de développement pour la région. Il y a un niveau de modèle de développement en pleine réflexion à l'échelle du pays, mais aussi pour cette région-là, régionalisation avancée. L'annonce faite une fois de plus hier par le souverain de favoriser l'émergence d'une véritable, j'ai bien dit, véritable élite politique dans un climat de liberté, de stabilité. Ça, c'est les termes qui ont été employés hier. Il faut sortir d'un schéma de cooptation d'élites entières depuis des décennies vers un autre schéma où ça serait pratiquement le principe de la méritocratie. C'est important. C'est-à-dire, donc, pas simplement les gens qui sont dans les réseaux, qui bénéficient de positions de pouvoir ou de positions d'intérêt. Donc, c'est une manière de donner de l'espoir aux jeunes en disant, l'esprit d'entreprise, vos mérites personnels sont en mesure de vous aider à promouvoir de nouvelles élites et à avoir des postes de responsabilité. Ça prendra du temps, mais c'est intéressant, c'est un signe fort du renouvellement du système de sélection des élites dans les provinces sahariennes. Il faut espérer que ça soit élargi dans les autres provinces du royaume. Et le fait de préciser aussi, un, véritable élite politique, et deux, dans un climat de liberté et de stabilité.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des acquis démocratiques. En toute transparence. En toute On transparence. met en place des consultations électorales. Et donc, il doit y avoir une citoyenneté pleine et entière, le respect des principes démocratiques, des droits et libertés. C'est dans ce cadre-là que les jeunes sont appelés à s'investir dans le champ citoyen et donc dans le champ politique. Troisième axe, professeur Moustapha Saimi, sur l'agenda, tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? On est à un mois, jour pour jour, de la table ronde qui est prévue à Genève le 5 et 6 décembre, c'est ça? Prochain? C'est dans un mois. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a un agenda qui a été fixé par Oscoler, envoyé personnel de Antonio Guterres, les 4 et 5. Les 4 invités ont répondu. Maintenant, il y a des problèmes qui doivent être réglés d'ici le 4 et 5. Parce que le Maroc, en tout cas pour ce qui le concerne, ne va pas arriver le 3 au soir à Genève, se réunir le 4, c'est une table ronde, on va y revenir peut-être, et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des négociations et des entretiens qui vont se faire dans l'intervalle. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l'a dit le 2 octobre dans une déclaration à la presse. Qu'est-ce qu'il y a à régler d'ici là? Et il a dit que ça allait se faire à partir de la mi-novembre. Il y a d'abord le format de négociation. Qui va venir à Genève représenter les partis? Je rappelle que le rendez-vous de Genève, c'est pas une réunion de négociation. Oui, mais c'est important. Table ronde ou les... Mais non, mais le rendez-vous de Genève est important, si vous permettez, je veux dire. D'abord, qui va venir? Qui va représenter les 4 partis? Si nous envoyons notre ministre des Affaires étrangères, par exemple, que la Mauritanie fasse la même chose, et que l'Algérie envoie le 15e fonctionnaire, la direction juridique de son département, vous comprendrez qu'il y a un problème. Et que les séparatistes n'en parlent pas. Donc, c'est le niveau. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un niveau de représentation capable d'engager l'État. En tout cas, d'être dans une position lui permettant de transmettre fidèlement ce qui aura été dit et qui vienne aussi avec un mandat. Si c'est je vous l'ai dit, 15e fonctionnaire algérien, il n'a pas de mandat. On va lui dire, écoute, voilà ce que tu vas dire, tu écoutes, tu fais un PV, tu reviens, etc. Donc il faut qu'il y ait un contact à haut niveau. Avec toute la pression qu'a mis la communauté internationale, on l'a vu le 31 octobre, lorsque le Conseil de sécurité a décidé de proroger de 6 mois le mandat de la MINURSO, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde, comme Moustapha Saimi, que ces pays-là, vous avez fait référence à l'Algérie, qu'il y ait des problèmes de niveau de représentation et de représentativité? C'est important. Oui, mais est-ce que vous pensez, il y a quand même une pression qui est exercée une pression par la communauté internationale et par les Nations Unies? Il faut qu'il y ait des pressions onusiennes et autres pour qu'au rendez-vous de Genève, il y ait un niveau de représentation significatif. Le minimum, c'est quoi? C'est les ministres des Affaires étrangères de chaque... C'est bon, il faut s'attendre à ce que ce soit les ministres des Affaires étrangères. C'est ceux qui ont mandat, donc, et qui ont en charge la diplomatie de leur pays respectifs. Deuxième problème qui doit être réglé d'ici le 4 et 5 janvier, c'est décembre, à Genève, c'est le code de conduite. Code de conduite, c'est-à-dire? Oui, le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Quel vocabulaire, quel vocable, non, les éléments de langage? Le code de conduite, c'est-à-dire comment on travaille. Comment on travaille, on se voit, on fait un sous-groupe, qu'est-ce qu'il faut dire à la presse ou ne pas dire à la presse, etc. Ce qu'il a appelé le code de conduite, c'est-à-dire vous rentrez dans un processus négociatoire, il y a des règles de conduite de ce processus. Pas de sortie de route d'une partie dans la presse, dans les médias, des médias. Ça, et puis la procédure même de travail pendant les 2 jours. Troisième point inscrit à l'ordre du jour du rendez-vous de Genève, c'est l'ordre du jour. C'est-à-dire, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le menu. Le menu et, en même temps que le menu de Genève, le menu sur le processus de négociation. Parce que Genève, l'offre d'intérêt, c'est pour ça qu'on a appelé ça une réunion, une table ronde plus exactement, Genève doit permettre d'arrêter, avec des partis impliqués et représentés à haut niveau, un processus de négociation qui doit avancer très vite du fait de la pression américaine, vous le savez, du fait de la résolution 2440 pour arriver à la fin avril avec des avancées notables, significatives quant à ce processus.
Donc ça veut dire que les choses vont se préciser? Oui, elle va se préciser, se précipiter parce qu'il y a une mobilisation de la diplomatie américaine en particulier pour aller vite dans la recherche d'une solution politique réaliste, crédible, sérieuse. Nous, ça, du côté du Maroc et du chef de l'État, on l'a compris. C'est pour Oui, ça, bien d'où sûr, la teneur du discours d'hier et l'ouverture du discours Oui, royal sur les le relations Maroc est tout à maroco-algériennes. fait disposé à poursuivre ses efforts dans le cadre du processus onusien et des principes de référence et de négociation qui ont été définis dès 2007 par le Conseil de sécurité et qui ont été rappelés d'ailleurs par Sa Majesté dans le discours du trône de l'année dernière, ce qu'on appelle les 4 fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la base principale de négociation, c'est le plan d'autonomie du Maroc. 2, il n'est pas question d'introduire dans ce mandat de négociation, dans ce périmètre de négociation, des questions annexes, le contrôle des droits de l'homme, la démocratie, les ressources, l'exploitation des ressources naturelles, etc. Donc le Maroc est dans un couloir, si je puis dire, et il ne sortira pas de ce couloir. Et tout ça, ça sera difficile à mener, mais il faut espérer que les choses portent leurs fruits. En tout cas, on a un temps d'avance, c'est ça? Comment? On a un temps d'avance avec ce discours hier soir. Oui, on a un temps d'avance et on a un peu inattendu. Peut-être que l'Algérie aussi a été pris un peu de cours. Il y a un calendrier, un agenda. Il y a les 31 octobre, la résolution 2440. Donc, mandat de 6 mois prorogé de la MINURSO. L'échéance de début décembre à Genève. Et ensuite, les Nations Unies au mois d'avril. En résumé, le Maroc ne gère plus le statu quo avec des sessions annuelles au Conseil de sécurité à l'avril de chaque année. Le Maroc reprend la main. Il compte participer de bonne foi à un processus arrêté par les Nations Unies, faire des propositions. En même temps, il fait un grand geste de bonne disposition à l'égard du voisin de l'Est en disant « nous avons des problèmes, eh bien on va les mettre sur la table et on va avancer ». Donc c'est extrêmement important. Un mot sur Genève, c'est que la procédure utilisée dans le cadre de Manasset, des 4 rounds de Manasset, n'a pas donné de résultat. Et enfin, le Conseil de sécurité s'est rallié à la position marocaine en disant « vous voulez avancer ?» Il faut faire participer l'Algérie à part entière. Et ça, c'est important. Merci en tout cas une fois de plus, Moussa Fassemi, professeur de droit et politologue, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.